bonsoir. Bonne fête du travail. Le Cameroun et l'Allemagne fêtent aujourd'hui, 1er mai 2020, la journée internationale de la fête du travail. Une fête du travail qui se déroule dans des conditions assez particulières avec, avec la pandémie coronavirus. Dans le cadre de notre émission, cette pandémie, autant pour moi, qui continue à faire des morts en Allemagne et au Cameroun. Dans le cadre de notre émission Diaspo Sciences et Tech, nous allons aujourd'hui échanger sur plusieurs thématiques autour du travail. En l'occurrence, le développement personnel, comment se préparer pour une demande d'emploi, les conflits professionnels, la culture au sein de notre entreprise, le mobbing et tous les sujets qui iront autour de ça. Madame, Monsieur, pour en discuter, nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir sur ce plateau Frau Laura Lang, diplômée juriste en entreprise économique, spécialiste en ressources humaines et en droit d'entreprise. Comme deuxième panéliste sur ce plateau, nous avons Monsieur Simplice Dago, diplômé ingénieur en construction mécanique, senior manager consultant, président directeur de la société Celno, coach, orateur et j'en passe. Alors, Monsieur Dago, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Billy Pro TV en partenariat avec l'AVKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Bonsoir Billy. Bonsoir à tous les visiteurs de la petite page qui est dans le partage du savoir, parce que c'est ça qui nous fait grandir, ça fait multiplier donc la connaissance. Merci, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Hallo. Dankeschön. Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mit uns hier mal über mehrere Thematiken rund um die Arbeit zu diskutieren. Sehr gerne. Ich freue mich über die Einladung und hoffe, dass ich alle Fragen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Vielen Dank. Alors, Monsieur Simplice Dago, je vais commencer par vous. Quand on parle de travail, on parle de réussite généralement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Sinon, avant de commencer, qu'est-ce que signifie cette journée pour vous? Qu'est-ce que représente cette journée de travail? C'est une journée intéressante parce que au moins on a une journée pour réfléchir sur pourquoi on travaille, c'est quoi le travail. Et dans la communication générale, on a toujours considéré le travail comme quelque chose de pénible, comme quelque chose de pas bien, quelque chose, quand on entend même souvent dans les radios, quand c'est lundi, on dit « Oh, encore lundi, alors supporter encore jusqu'à vendredi ». Donc ça donne l'impression que le travail c'est quelque chose de pas agréable et que le week-end, en fait, je pense que c'est aujourd'hui le temps de faire une réflexion sur le travail. Est-ce que c'est quelque chose qui nous épanouit parce que le travail doit nous épanouir, ou alors le travail c'est quelque chose juste pour gagner. Je pense qu'aujourd'hui on va essayer d'analyser ça et de voir pourquoi est-ce que la conception du travail tel qu'il est perçu jusqu'à l'heure est un peu à réviser, quoi. Donc c'est aussi l'occasion, ce jour spécial dédié au travail, de réfléchir sur ce qu'est le travail, parce que je suis la philosophie de ce poète Khalil Gibran qui disait que le travail c'est l'amour visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand par exemple le boulanger fait le bon pain avec amour, avec passion, alors le pain on le déguste et ça donne envie, quoi. Donc chaque personne qui fait son travail avec passion, automatiquement ça donne le résultat, et je pense que c'est un peu dans ce sens qu'on devait voir le travail. Alors, Frau Laura, ich begrüße Sie nochmal. Ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass diese Sendung ist zustande gekommen, oder das ist eine Idee von der VKEI, das ist die Verein kamerunische Ingenieure von Kamerun, die hier in Deutschland leben, und natürlich eine Koproduktion von Billy Pro der TV. Frau Laura, was bedeutet dieser Tag für Sie, der 1. Mai? Naja, es ist
Arbeit. Und für mich bedeutet das natürlich einmal ein Tag der Reflexion, auch nochmal zu überdenken, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich auf Arbeit? Was ist unsere Arbeit? Wie identifizieren wir uns mit Arbeit? Und hat auch schon einen geschichtlichen und sozialen Hintergrund, was alles auf der Arbeit vieler anderer in der Vergangenheit, aber auch heute fußt. Also mein Mikro war weg. Wie gesagt, Frau Lang, ich bleibe nochmal bei Ihnen. Ich bin ein Student, ich bin fertig mit dem Studium. Zum Glück bin ich eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch. Wie soll man sich am besten vorbereiten? Also ich glaube, das, was am allerwichtigsten ist, also man muss wirklich die Stellenausschreibung genau durchlesen und nochmal genau reflektieren, was für ein Mensch wirklich gesucht wird. Weil, und es geht mir genauso wie allen anderen auf dieser Welt auch, wir neigen dazu, aus Zeitgründen Dinge zu überfliegen. Ja? Und wir sehen sehr stark eben immer nur bestimmte Stichpunkte in den Mittelpunkt gerückt. Aber Fakt ist, dass eigentlich so eine Stellenausschreibung schon ziemlich genau vermittelt, was für ein Typ Mensch halt auch gesucht wird. Ja, also jetzt gerade mit War of Talents, wie es so heißt, suchen wir halt oft in Unternehmen nicht nur jemand, der die Position heute begleiten kann, sondern wir suchen Talente, die auch in Zukunft in unseren Unternehmen in verschiedenen Stellen tatsächlich unseren Erfolg nach vorne treiben. Ja, das heißt, wenn jemand neu eingestellt wird, wird ein bestimmter Charakter auch gesucht, der einmal zur Unternehmenskultur passt, der aber auch ins Team passt, der die Position heute begleiten kann, aber eben auch Potenzial für die Zukunft mitbringt. Also es ist wirklich wichtig, die Stellenbeschreibung sich genau zu verinhaltlichen und dann das Unternehmensprofil nochmal zu reflektieren. Ja, was ist das für eine Kultur? Was für Zahlen haben die im Moment? Wie sehen die aus? Was könnten für die Zielsetzungen der Zukunft sein? Was sind Ziele, die in diese Position mit einfließen? Und wie kann ich das verwerten in einem Gespräch, um quasi wirklich deutlich zu machen, dass ich jetzt quasi der Nachfolger auf der neuen Position bin. Ja, und das richtige Investment. Es ist ein Investment, das wir machen in Menschen, wenn wir einstellen. Vielen Dank, Frau Laura. Frau Lang, meine nächste Frage ist, wenn ich eingeladen bin zu einem Vorstellungsgespräch, dann spricht doch alles schon für mich, oder nicht? Das stimmt. Also erstmal haben sie alles richtig gemacht. Ja. Die Tür ist offen. Und jetzt geht es wirklich daran, das Level zu halten, ja, und oder die Erwartung zu übertreffen. Ich werde nochmal ein kleines Stück überspringen oder ich gehe mal zuerst in Richtung Dago. Dago, tu es je vais dire quoi, tu es un spécialiste, tu es un orateur, tu es un professionnaliste, tu accompagnes beaucoup de personnes et tu exerces également, dû à cette énergie que tu as, tu parviens à canaliser, à montrer aux gens, à sortir, à montrer le meilleur d'eux-mêmes. Alors, Dago, c'est quoi la réussite que nous recherchons tous les jours? Ben, je dirais que j'ai eu la chance et le privilège que dans mon parcours, j'ai dû traverser beaucoup de postes, beaucoup de positions qui m'ont aguerri et m'ont permis de comprendre un certain nombre de choses. Et cette expérience, j'essaie de le partager avec. Donc, c'est un peu comme par hasard quand je suis arrivé à ce genre de situation. Je pense que le plus important, ce que peut-être chacun devait se poser comme question, c'est d'abord de définir la réussite, parce que la réussite, elle est variable pour chaque personne. Pour certaines personnes, c'est l'accumulation des richesses. Pour d'autres personnes, c'est le bien-être. Pour d'autres, c'est des projets à réaliser. Donc, chacun devait définir pour lui. Je pense que le plus important, c'est d'abord de mettre la réussite dans un contexte global, c'est-à-dire la réussite d'abord sur le plan de l'individu. C'est quoi la réussite pour moi-même? La réussite sur le plan famille, c'est quoi pour une famille? Pour un groupe, par exemple, quand je suis dans un groupe comme la FAOKAI, c'est quoi la réussite pour ce groupe?
c'est quoi la réussite pour ma famille, et comme ça jusqu'au plan de la communauté et nation. Donc quand on a vu tous ces aspects des choses, ça permet maintenant de faire, de réfléchir encore en perfection pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, on le fait pourquoi. C'est ça qui motive. Bon, je pense que dans le contexte actuel, quand on a vu que ce soit dans le socialisme ou dans le capitalisme, c'est d'abord la question, je travaille, enfin dans le capitalisme on définit le travail, je travaille, mec tu te lèves le matin, tu travailles pour toi. Et dans d'autres systèmes un peu socialistes, on travaille pour le groupe. Donc, il faut trouver donc la combinaison entre ces deux, pour savoir pourquoi est-ce que je travaille. Le travail doit être un accomplissement, ça doit me nourrir et ça doit aussi me faire, comment dire, grandir. C'est pourquoi l'important pour moi de nos jours, c'est ce concept, peut-être qu'on pourra le développer encore en profondeur, c'est de savoir que 90% de tout ce qui arrive dans notre vie est le fruit de notre propre création. Je pense que quand on a compris ce message, ça peut être pour certaines personnes déprimant et ça peut aussi être pour certaines personnes galvanisant de savoir que je suis maître de ma vie. Donc à ce moment-là, on part un peu souverain et tout. Donc on va peut-être aller en détail pour voir quelles sont les méthodes, comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre cet état suprême de je suis maître de ma vie, quoi. Merci Simplice Dago. Dago, tout à l'heure j'ai posé la question à Madame Lang qui nous a expliqué comment se préparer pour un entretien. Alors, si je vous posais la question, je suis un étudiant, j'ai terminé avec mes études et je suis invité à un entretien. Quel, Comment est-ce que je devrais me préparer pour être celui qu'on va choisir quand on sait bien que la concurrence est rude? Le plus important quand on va dans un entretien d'emploi, c'est justement cette souveraineté de ne pas être, d'aller, enfin, je veux dire, quand je vais à un entretien d'emploi, je devrais y aller dans l'intention que je vais pour gagner. Parce que quand on va avec le profil bas, ça veut dire qu'on se vend moins cher. Bon, généralement, nous, Africains, on a cette pression qu'on cherche le travail absolument à tout prix, qu'on n'a même pas forcément ce choix. Donc, on se donne ce privilège. Je dis que moi, je suis comme Laura le disait dans son propos, quand on a déjà vu que ça passe avec ce qu'on voudrait faire et qu'on s'est identifié avec l'entreprise, on devrait y aller comme un gagnant. C'est ça qui est important. Quand on va comme un gagnant, et ce qui est aussi intéressant, ce que j'ai constaté moi-même quand je fais des entretiens d'emploi, c'est qu'on a constaté que ce n'est plus les premiers de la classe qui sont forcément ceux qu'on choisit. Donc, parfois, les gens mettent trop d'accent sur les notes scolaires et tout et tout. Le plus important, c'est quelle énergie je viens avec dans l'entreprise, avec quel élan j'entre dans le bureau, quelle est mon attitude, est-ce que je vais avec la poitrine de vainqueur et de gagnant. Et c'est ça qui est la première impression qu'on doit donner par rapport à ça. Parce qu'on a déjà fait un parchemin, on a un diplôme, on a des qualifications. Si on a déjà été invité, ça veut dire que les qualifications sont correspondantes. Donc, le plus important, ce que recherche donc l'employeur, c'est de voir la dynamique, l'énergie. Quelle énergie j'apporte à l'entreprise? Quel est mon apport? Et ça se ressent par son attitude, par sa présence physique, mentale, et c'est comme on est là. Merci Simplice Dago. Je crois que nos téléspectateurs commencent à comprendre l'importance de cette émission. Alors, Simplice Dago, je reste toujours avec vous. Qu'est-ce qui est no-go à un entretien d'emploi? Qu'est-ce qu'on ne devrait absolument pas faire? Le no-go de l'emploi, c'est de venir dans une entreprise déjà en retard. Ça veut dire de ne pas connaître d'abord la description de l'emploi, sans aucune préparation, juste de compter sur ses diplômes et ses qualifications, c'est pas suffisant parce que ça, c'est absolument, quand on arrive dans une entreprise, ça veut dire qu'on déjà fait partie de cette famille, donc on doit avoir déjà quand même eu quelques informations préliminaires sur ce que c'est. Être proactif, être seulement passif dans un entretien, c'est un no-go. Quand on est là, un passif, c'est pas du tout bon. Donc, il faut donner, c'est comment on dit, on se vend soi-même. Hein, c'est le marketing. Tu vends ta personnalité et il faut laisser aucune occasion. Comment on dit ça? On dit souvent dans notre jargon, c'est moi qui, en fait, je suis invité pour un entretien, mais c'est moi qui dirige l'entretien. C'est moi qui dirige l'entretien. Si on réussit ça, c'est un miracle, quoi.
merci, Simplice Dago. Frau Long, wir kommen nochmal zurück zu Ihnen. Was darf man überhaupt nicht in einer Bewerbung bei einem Vorstellungsgespräch machen? Also, ich kann nur dazu raten, einen professionellen Jargon beizubehalten. Ne? Also, man darf nicht zu sehr abdriften in, ich sage jetzt mal, in eine Wortwahl, die nicht angemessen für das Umfeld ist in dem Moment. Ja? Ungepflegtes Auftreten, nicht gut. Unaufmerksamkeit. Also oft ist es so, dass man ja relativ aufgeregt ist. Es wäre gut, wenn sich die Aufregung am Anfang dann ein bisschen legen würde, so dass man wirklich aufmerksam ist, was für Fragen gestellt werden. Wenn ich so sehr mit mir selbst beschäftigt bin oder meine Aufmerksamkeit so sehr durch den Raum schweift, dass ich die Fragen nicht mehr akkurat beantworte, dann ist das Gespräch auch oft einfach gelaufen. Ja. Also No-Go ist ungepflegt, ein bestimmter Jargon, der genutzt wird. Ich bin ein Freund davon, ehrlich zu sein. Wir kennen alle die Fragen, wir sind gut im Selbstmarketing, je nachdem. Aber machen Sie sich darauf gefasst, dass das, was Sie heute verkaufen in dem Gespräch, Sie morgen auch einhalten müssen, wenn Sie zur Arbeit gehen. Also deswegen lieber ruhig ein bisschen mehr bei sich bleiben und auch bei aller Selbstmarketing-Strategie eben auch ein bisschen gesetzt bleiben und jemanden auch durch die Maske gucken lassen. Also wenn es für den Gegenüber schwer wird, einzuschätzen, was für ein Mensch sich hinter dem Bild verbirgt, das jetzt im Vorstellungsgespräch sitzt, ist es schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Dankeschön, Frau Lang. Wie wir wissen, oder wir haben das durch unsere Recherche, es ist rausgekommen, dass Sie mehrere hundert von Leuten schon bei der Vorstellung Gespräche hatten. Wie viele zählen die Kompetenz? Ich werde hier sagen, die Note, ja, was die Person mitbringt, und wie viele zählen die, ich mal sagen, das Energie und die Person an sich mit seiner Kultur und alles, was dazu gehört. Oder die Strahlung und alles, oder wie die Person ist. Ja. Also es ist ganz einfach, die Frage zu beantworten aus folgendem Grund. Verschiedene Positionen haben andere Suchparameter. Ja? Bei den 100 bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe viele Leute eingestellt. Es gibt bestimmt Recruiter, die weit professioneller sind und das als ihr Main-Task haben. Aber ja, und das Thema ist, habe ich Positionen, die sehr stark spezialisiert sind. Positionen, wo ich einen sehr dünnen Bewerbermarkt habe. Positionen, die möglicherweise sich aus unternehmensinternen Gesichtspunkten schnell verändern werden. Das weiß ich heute schon, dass zum Beispiel Position XY womöglich sich in den nächsten 1,5 Jahren zu einer Teamleiterposition entwickeln wird, weil wir expandieren oder andere Technologien noch mit reinspielen. Das sind so Randthemen. Ja? Das heißt, da ist die Qualifikation wichtig. Ich würde schon sagen, Minimum 60%. Aber dann kommt es auf 40% Gesamtpaket an. Ja? Ist derjenige zum Beispiel fähig zu führen? Hat er Führungspotenzial? Ist er agil und flexibel, um sich auf neue Themen einzustellen? Was für ein Charakter ist er? Kann ich den in politische Themen setzen? Wie lernfähig ist er? Wie sozial kompetent? Ja? Das ist dann so das Paket, was damit kommt. Bei anderen Positionen stellen Sie sich vor, Sie suchen einen Teamleiter in der Produktion, der 20 Leute beaufsichtigt, die vornehmlich relativ monotone Arbeit verrichten. Da suchen Sie jetzt nicht einen strategischen Highflyer, ja, sondern Sie suchen jemanden, der sehr stark im sozialen Kontext ist, der begeistern kann, der mitziehen kann, der gut erklären kann, der aber auch die Sprache der Mitarbeiter spricht. Ja, da würde ich sagen, ist die Qualifikation schon der Parameter, der im Vordergrund steht, plus soziale Kompetenz. Ich würde jetzt mal sagen,
70-30, ja. Oder suche ich einen Qualitätsmanager, der zum Beispiel wenig Interaktion hat, weil ich sage, ich brauche jetzt nur einen, der auf meine Quality achtet. Der hat mit ein paar Schnittstellen zu tun. Ansonsten möchte ich, dass es eher ein kritischer Typ ist, damit er die Fehler auch entdeckt. Gibt es alles, ja, dann habe ich bestimmte Suchparameter und dann ist die Qualifikation ganz oben, ja, weil dieses Qualitätsmanagement eben für mich auch Aushängeschild zu meinem Kunden ist. Also deswegen variiert das ein bisschen von den Positionen, die ich besetze, welche Suchkriterien im Vordergrund stehen, was wichtig ist, um Karriere zu machen oder einen Einstieg zu finden, ist, dass ich zeige, dass ich motiviert bin, dass ich ein hohes Energielevel habe, dass ich wirklich bereit bin, auch über mich hinaus zu wachsen, bereit bin zu wachsen, das heißt an mir weiterzuarbeiten, an meinen Kenntnissen weiterzuarbeiten und flexibel genug, um mich auf veränderte Konstellationen im Unternehmen einzustellen. Ja. Beantwortet das so ein bisschen die Frage, Ja, oder? vielen Dank, das war gut, Frau Lang. Je me retourne maintenant du côté de Simplice Dago. Dago, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez mentionné le mot personnalité. Comment est-ce qu'on développe sa personnalité, s'il vous plaît? Alors, développer sa personnalité est, est un exercice qui devrait accompagner l'humain pendant toute sa vie, en fait. Comme je disais tantôt, j'étais très très frappé. C'est ce qu'on appelle toute une idée, ce qu'on appelle une idée révolutionnaire. J'étais frappé quand je suis entré dans ce qu'on appelle le fait trip par une phrase qui m'a semblé assez surprenante, ridicule même. Je disais ça, c'est ce qu'on appelle les trucs qu'on raconte dans les sectes ou quoi que ce soit. On me disait que je suis maître de ma vie, j'ai la puissance, la divinité en moi. C'était quelque chose qui était ridicule. Et j'ai mis ça à défi en disant que je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. Ça veut dire, quand on dit personnalité, ça veut dire les trois corps, les quatre corps qu'on connaît, spirituel, mental, physique et émotionnel. Alors quand on devient conscient de cela et qu'on agit consciemment au quotidien, ça veut dire, je prends l'exemple d'un citron. Quand on presse un citron, qu'est-ce qui sort? C'est le jus de citron. Et quand on s'imagine que si on te presse, toi, l'humain, qu'est-ce qui sortirait de toi? Ça veut dire, qu'est-ce que je lis comme bouquin, qu'est-ce que j'écoute comme musique, quel aliment je prends sur moi, quelles sont les personnes qui m'entourent. Donc, quand je m'occupe de tout ce genre de choses autour de moi, je me rends compte que finalement, j'attire tout ce que je veux. Donc, je mets chacun au défi d'expérimenter cela et je le fais au quotidien. Et j'ai commencé à faire un boulot qui était assez révélateur parce que j'étais obligé d'être confronté à ça. Quand on fait dans le contact humain, ça veut dire qu'on est quotidiennement en faire avec des personnes, des individus, c'est le reflet de soi-même. Chaque personne qu'on rencontre, on se reflète au travers de cette personne. Alors, à mes débuts, il y avait des situations où si quelqu'un est désagréable par rapport à son état du jour, hein, ça peut avoir un reflet sur moi si ma personnalité n'est pas stable. Je peux prendre ça personnellement, je peux éclater, je peux m'énerver. Ça veut dire quoi? Quand je m'énerve, je perds mon énergie, je perds mon calme, ma souveraineté, et ensuite ça se reflète aussi sur la qualité de mon travail. Donc, quand on travaille ça au fur et à mesure, on se rend compte que ce que je donne, ça revient. Comme on dit souvent, hein, quand j'écris dans la forêt, l'écho me revient. Alors, quand on travaille ça de façon consciente au quotidien, alors on développe sa personnalité. En fait, c'est simple. Il ne faut même pas de magie pour ça. Il faut simplement s'entraîner, ce qu'on appelle les nouvelles habitudes. Parce qu'on a des habitudes, souvent qu'on a héritées pendant toute notre jeunesse, pendant toute notre vie. Quand on est confronté à ce genre de choses où on fait le reflet de soi-même et commencer à prendre des nouvelles décisions. Et en ce moment-là, on est plus surpris. Ce qui arrive est exactement ce qu'on veut. Hein? Sur ce, on ne parle pas en détail pour avoir un peu les étapes, comment est-ce qu'on entraîne ça, comment est-ce qu'on développe ces nouvelles habitudes. Parce que c'est une habitude. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui ont des bonnes habitudes. En fait, en gros, quoi, pour résumer. Merci Simplice Dago. Je retourne vers Madame Laura. Frau Lang, es tut mir leid, ich komme nochmal zurück zu Ihnen. Meine nächste Frage ist bei der Verhandlung.
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ne? Viele Leute gehen arbeiten, weil sie natürlich Geld verdienen möchten. Jetzt meine erste Frage ist, ich bin bei der Verhandlung und man bekommt öfter die Frage, wie viele hätten Sie gerne? Ja, darf ich Hochpoker von wegen 100.000 Euro sagen, obwohl ich weiß, dass ich vielleicht 60 oder 50.000 Euro wert bin? Oder soll ich weniger, ne, am besten weniger, damit ich diesen Job unbedingt bekomme? Also wenn Sie 50.000 erwarten auf die Position, ob Sie es sind oder jemand anderes, und Sie sagen 100.000, das können Sie machen, aber dann müssen Sie wirklich danach lachen und sagen, nein, jetzt kommen wir. Sie können das als Scherz mit reinbringen, aber ich würde nicht so hoch pokern. Also was man ungefähr sagt, ist, von Ihrem heutigen Gehalt, gehen wir mal davon aus, das ist nicht Ihr erster Job. Ja, dann gehen Sie zu einem neuen Arbeitgeber in vielleicht einer höheren Position oder dergleichen. Dann hat man Vorstellungen von 10-15% on top. Ich würde immer noch einen Puffer mit der Verhandlung eben mit einbringen. Ich würde nicht zu hoch pokern. Ich würde mich nicht unter Wert verkaufen. Also wenn Sie Ingenieur sind und Sie wissen, Sie gehen jetzt für eine Ingenieurposition zu einem der großen Firmen und wissen ungefähr, die Stelle müsste dotiert sein auf 65.000 bis 75.000. Dann gucken Sie kurz, wie lange, was Ihr CV sagt, wie lange Sie schon Erfahrung haben. Versuchen Sie sich da ungefähr einzupendeln, aber verkaufen Sie sich nicht unter Wert. Dazu gibt es keinen Grund. Ja. Vielen Dank. Dann wissen wir Bescheid, wie hoch wir ungefähr poken müssen. Meine nächste Frage, oder wir springen jetzt, wir haben auch, oder sie, Dago hat von kultureller oder Herkunft gesprochen. Spielt das eine Rolle, meine Herkunft, woher ich komme? Also, ich werde die Frage in zwei verschiedene Richtungen beantworten. Generell erstmal nein. Also ich habe, glaube ich, eingestellt von Nepal bis ich weiß nicht wohin. Für in Deutschland Positionen in Deutschland, für Positionen außerhalb von Deutschland. Ähm, Da wird nicht auf den ethnischen Hintergrund geachtet, in dem Maße, dass man, also nein. Ja, kann sich eine große Firma auch heutzutage gar nicht leisten, in irgendeiner Art und Weise das irgendwie zu berücksichtigen. Das ist jetzt die eine Sache. Die andere ist aber, dass wir natürlich immer wieder davon hören, dass sowas in Einzelfällen passiert, was sehr tragisch ist. Dass eben Kultur und Herkunft und Background quasi negativ genutzt wird. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht. In meiner gesamten Karriere ist das nicht einmal vorgekommen, also bei verschiedenen Arbeitgebern. Ich kann mir aber vorstellen, dass sowas passiert und dass wahrscheinlich sowas eher in Unternehmen passiert, die eben nicht multinational aufgestellt sind und oder die natürlich auch ein Image haben und auf ihr Image achten müssen. Ja, nicht nur das, sondern die haben das auch in der Kultur nicht drin, ja, weil die sind multinational. Das ist alles darauf ausgelegt, einen bunten Mix zu haben. Es gibt x Studien darüber, wie wichtig es ist, quasi heterogene Teams zu haben, von kulturellem Hintergrund bis über Charaktereigenschaften und so weiter und so fort, dass diese heterogenen Teams ein Unternehmen auch weit erfolgreicher machen als ein homogenes Setup. Ja? Aber ja, also mir nie untergekommen, aber ich will nicht bestreiten, dass es da draußen nicht Realitätsfälle gibt. Ja? Okay, vielen Dank, Frau Lang. Und wir wollen auch unsere Zuschauer sagen, dass Herkunft kann auch eine positive Ansicht haben, indem man vielleicht mit seiner Fremdsprache nochmal dazu bringt, was auch ja alles positive, eine positive oder ja positive Grund für die Firma ist, sie anzustellen. Frau Lang, ich bleibe nochmal bei Ihnen. Ich komme aus Kamerun und trinke gerne ungerne Kaffee, ja, so, das gehört nicht zu meiner Kultur, jede 5 Minuten Kaffee zu trinken. Ich bin irgendwo neu angestellt und die Kollegen gehen öfter Kaffee trinken
Muss ich das machen, um in das Team richtig zu gehören, oder kann ich lassen? Nee, müssen Sie ja Aber nicht. Sie müssen sorry, wenn man weiß, wenn man auch nicht vergessen soll, dass während der Kaffeepause, ja, es wird alles gesagt. Na, so, wie geht man am besten voran? Kaffee trinken und nachher kosten oder ja, Also es ist natürlich klar, dass solche Come-togethers oder solche Meet and Greets und Kaffeepausen, vor allem in Schweden werden sie das erleben, dann ist das so ein eingefleischtes System, wo eben nochmal Entscheidungen oder Themen besprochen werden im Team. Ne? Ich würde jetzt nicht ganz drauf verzichten. Ich würde vielleicht weiterhin auf den Kaffee verzichten, weil Sie müssen ja jetzt nicht kaffeeabhängig werden deswegen. Aber wenn Sie mitgehen wollen, dann gehen Sie halt ruhig, gehen Sie hin und wieder mal mit und nehmen sich ein Wasser oder einen Tee oder was anderes mit. Ja, ich meine, es liegt an jedem selbst, ja. Und ich will nicht propagieren, dass Teams deswegen andere ausschließen, weil sie nicht weil die nicht mit zum Kaffee trinken kommen. Wenn ich derjenige wäre, würde ich es halt hin und wieder mal mitmachen. Ja? Einfach um auch dran zu bleiben und auch mich einzugliedern und auch mitzubekommen, was sind eigentlich so die Schmerzen von meinen Kollegen. Ja? Das ist ja durchaus ein wichtiger Punkt. Und auch sich selbst zu motivieren, ja, und in der Gruppe eine Gruppendynamik quasi aufzubauen. Hin und wieder ist die Kurzform der Antwort. ok. Alors, merci madame et monsieur. On vous rappelle qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous le rappeler, aujourd'hui, la fête du travail est en Allemagne. Et aujourd'hui, pour échanger, nous avons fait venir Frau Laura Lang. Elle est spécialiste, elle est juriste en entreprise et également des ressources humaines. Elle nous conseille sur plusieurs thématiques autour du travail. Elle vient de nous dire que quand on se rend à un entretien, il est très très important de ne pas donner un montant selon notre salaire, de ne pas se vendre moins cher juste parce qu'on aimerait avoir ce travail. Une autre question, une pertinence, elle vient également de nous dire qu'il est très très important que lorsqu'on va à un entretien d'emploi, de se mettre très chic, d'apporter une atmosphère, de venir avec une énergie très positive, sourire, donner le meilleur de soi afin d'appartenir, sinon afin de décrocher le job. Alors, Monsieur Simplice Dago, je vais revenir vers vous. Quelque chose de très pertinent, le mobbing. C'est quoi exactement le mobbing et à partir de quand ça commence? Le mobile, comme on dit souvent, quand on est dans un contexte d'entreprise et qu'on a l'impression de ne pas être accepté par les autres et on est un peu poussé par la porte de derrière. Ça, c'est un peu la définition, comme ça je perçois le mobile. Je pense que tout ça aussi ne peut se réaliser que quand je reviens toujours sur cet aspect, parce que pour moi, le thème central de mon message, c'est toujours que je suis maître de ce que je veux. Donc, j'ai eu à traverser aussi ce genre de situation où on était en entreprise, j'étais le seul noir dans le cercle des directeurs. Alors, pour éviter cette histoire de mauvais, j'étais toujours proactif. C'est-à-dire que c'est moi qui étais toujours le premier à lancer des blagues sur les noirs. C'est moi, donc je tuais l'œuf, comment on tue ça dans l'œuf, quoi. Et ça, c'était un peu proactif. Donc, j'ai développé mon mental de sorte que je ne peux pas être victime de ce genre de mobbing. Parce que j'ai le principe général, c'est quoi? C'est que personne en dehors de moi me le dit. Si quelqu'un réussit à me faire du mal, ça veut dire que je suis son esclave. Donc, cette préparation mentale fait en sorte que de prime abord, ces choses sont évitées. J'ai vécu une situation qui était quand même assez marrante. Un collègue, tous les matins, il venait et me disait: ah, bonjour, bonjour mon collègue noir africain. Bon, j'ai réagi comme je répondais positivement. Un jour, alors, j'ai eu cette inspiration de dire: ah, bonjour, mon ami cochon gratté. Ou alors, je préfère que je dise mon ami qui est un peu fromage rassis. Tout de suite, ça a changé sa conception. Il a dit: ah, c'est comme ça que ça vient vers toi. J'ai dit: ben voilà, je m'appelle Simplice Dago, tu peux m'appeler par mon nom. Alors, je dois m'identifier par mon phénotype.
n'est pas forcément agréable parce que tu commences, si tu t'appelles cochon gratté, tu n'es pas très content. Si tu t'appelles fromage rassis, tu n'es pas content non plus. Donc, il faut être proactif, il faut avoir beaucoup d'humour dans la vie, pas prendre les choses trop personnelles. Parce que c'est justement ça, quoi. Quand on pense, quand on est dans, je dis nous particulièrement avec notre phénotype noir, quand on a ces préjugés que les personnes d'en face sont forcément racistes, ça veut dire qu'on est déjà dans la prédisposition on est sensible à ça, quoi. Donc, quand on est insensible à ce genre de choses, ça veut dire qu'on est plus fort que ça et le mobbing devient quelque chose de vraiment passager, quoi. Et c'est la compétence qui compte. Je pense qu'il faut plus briller par sa compétence et ne pas donner trop de crédit à ce genre de personnes qui vous attaquent, quoi. Parce que dès que vous réagissez négativement à ce genre d'attaque, c'est là où le mobbing commence parce qu'ils ont vu un point de faiblesse et là ils appuient, quoi. Donc je conseille à tout le monde de se renforcer, d'être fier de sa négritude, d'être fier de ce qu'on est, quel que soit ce qu'on est, de sa religion, de ce qu'on partage. Quand on se met droit, alors à ce moment, on est vraiment, comment on dit ça, on appelle ça chez nous, on met autour de soi des barrières de sécurité qui nous protègent contre les flèches qui viennent de l'extérieur, quoi. Merci Dago pour nous avoir éclairci. Alors, mais Dago, il y a des gens qui ne sont pas peut-être forts mentalement comme vous. Quand on a l'impression qu'on subit du mobbing, comment est-ce qu'on devrait réagir? Je dis, est-ce que je vais aller vers mon chef? Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. On peut imaginer la pression du boulot et la pression du mobbing quand on a l'impression également de ne pas être accepté dans cette équipe. Il faut carrément faire ses valises de partie ou je ne sais pas. Alors bon, je sais que c'est un peu difficile dans ce genre de situation quand on a la peur de perdre son emploi, la peur de ne pas. Je pense que tout revient tout dans la souveraineté. C'est pourquoi certaines personnes restent que ce soit dans un foyer, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un milieu de travail. Le travail, c'est un endroit où on doit se sentir à l'aise. À partir du moment où on ne se sent pas à l'aise dans le travail, on doit avoir le courage d'exprimer ça clairement. Je pense que c'est aussi ça qui est important, de dire clairement comment on se ressent, de définir le motif exact de pourquoi on a l'impression qu'on a le mobbing. Parfois, c'est aussi, comment on appelle ça, une tromperie de l'esprit. Imaginez-vous un seul instant, on a l'impression, je suis beaucoup ça en entreprise, où beaucoup d'employés avaient l'impression que je ne les aimais pas. Donc, ils se sentaient déjà dans leur sang et dans leur chair mal compris et tout et tout. Et donc, c'est une impression. Donc, ce que je pense, parfois, c'est ce que je pense moi des autres. Et ce n'est pas forcément toujours motivé par quelque chose. Donc, si je pose toujours la question, je me pose toujours ça se photo sur 4 questions. Est-ce que je suis sûr à 100% que c'est du mobile? Première question. Si je peux la répondre par oui, je vais à la deuxième question. Est-ce que je peux définitivement dire à 100% que c'est du mobile? Troisième question. Comment je me ressens si je n'ai pas cette pensée de mobile? Si j'enlève cette pensée de mon esprit, comment je me ressens? Troisième question, la quatrième question, je retourne, ce qu'on appelle le retour de la question, c'est est-ce que ce n'est pas moi qui me fais de la tête parce que j'ai des insécurités, parce que je crois que je suis noir, peut-être parce que je crois que je ne suis pas suffisamment compétent, parce que je crois que je suis pas compétent. Quand je réponds à ces 4 questions, je peux moi-même résoudre le problème. Et au pire des cas, si je sens que c'est vraiment une situation mobile, alors au lieu de me mettre en situation d'inconfort, de mal à l'aise et de ne pas être en santé, alors je peux demander donc clairement de quitter ce travail parce que le travail, on en trouve toujours. Je pense que ça, c'est une notion qui est claire. Le travail, on en trouve. Il y a toujours le travail. Ah, merci, Simplice Dago, Frau Lang. Ich komme nochmal zurück. Was bedeutet für Sie Mobbing und wann fing das an auf der Arbeit? Also, ich finde, das Mobbing ist ein schwieriges Thema. Ja, also ich unterscheide sehr stark, gerade auch, weil es rechtliche Konsequenzen hat, zwischen dem wirklichen Mobbing und allen diesen kleinen Scherzen, die uns erwischen, all diesen Pieksereien am Arbeitsplatz, all die Konfliktzonen, die wir haben. Aber echtes Mobbing, wo wirklich Leute angestachelt werden gegen einen oder anderen, wo wirklich das auch psychische Folgen hat, wo Menschen nicht mehr gerne zur Arbeit gehen,
die vor ihrem Chef schlecht aussehen, oder im schlimmsten Fall ist es tatsächlich der Chef, der mobbt. Das ist wirklich Mobbing. Ja? Und wenn wir wirklich über diese ganz harte Form von Mobbing sprechen, die diskriminierend ist, die wirklich Folgen für den Betroffenen haben, dann sind Schritte anzugehen. Ja? Also da muss man handeln. Das ist nichts, was sich aussetzen lässt. Ja? Da gibt's auch, ich kann am Anfang dagegen wirken und als starke Persönlichkeit versuchen, mich abzugrenzen. Aber wenn das ein bestimmtes Level an Vehemenz und Intensität erreicht hat, muss ich handeln und Schritte einleiten. Ja. Vielen Dank, Frau Lang. Und wenn ich das Gefühl habe, wollen Sie noch was sagen? Nee, wiederholen Sie nochmal die Frage. Okay. Wenn ich das Gefühl oder weiß, dass ich gemobbt bin, wie gehe ich am besten voran? Gehe ich zu meiner Vorgesetzten oder wie soll man sich am besten verhalten? Ja, also Ja, gehen wir mal davon. wenn das nicht der Vorgesetzte ist, ne? Genau, also gehen wir mal davon aus, es ist ein Teamkollege oder irgendjemand aus einem anderen Team, aber auch auf der gleichen Ebene oder vergleichbar. Ja, auf jeden Fall entweder im Team auf meiner Ebene oder drunter, aber oder jemand aus einem anderen Team. Ja, nicht meine Führungskraft. Dann spreche ich natürlich zuerst mit meiner Führungskraft. Ich probiere das einmal, ich probiere das zweimal. Wenn Sie mit der Führungskraft sprechen, versuchen Sie so klar wie möglich darzulegen, was passiert ist, wie das ankommt bei Ihnen, was wirklich die Thematik ist, und bringen Sie Beispiele, weil die Führungskraft es im Ernstfall nicht miterlebt und oder möglicherweise nicht wahrgenommen hat. Wenn die Führungskraft sagt so, das bildest du dir alles ein, und Sie sind aber fest davon überzeugt, dass das so ist, und bleiben Sie dabei, dann bitte gehen Sie zu jemandem, zu HR, der für Sie oder Ihren Bereich zuständig ist. Das heißt, wenn Sie bei der Führungskraft nicht weiterkommen, und den Schritt machen leider nicht oft die Leute, aber gehen Sie zu Ihrer Personalabteilung und sprechen Sie mit jemandem, der für Ihren Bereich zuständig ist. Wenn gar nichts, wenn beide Wege nicht funktionieren und Sie haben einen Betriebsrat, dann gehen Sie dahin als letztes Mittel, sagen wir es mal, nicht als letztes Mittel, aber als eins der letzteren Mittel. Große Unternehmen haben meistens eine Ethic Hotline. Das heißt, wenn Sie wirklich gemobbt werden oder Sie mitbekommen, dass einer der Kollegen gemobbt wird, also Sie tatsächlich Augenzeuge eines Verhaltens sind, das gegen die jeweilige Unternehmenskultur verstößt, ja, und oder schlimmer, gegen tatsächlich geltendes Recht, dann gibt es eine Ethic-Hotline von den Unternehmen, wo Sie auch anonym oft anrufen können und den Fall vortragen können. So, das dazu. Wenn derjenige, der Sie mobbt, Ihre Führungskraft ist, gewinnt das alles an ernsthafter Komplexität. Ne? Einmal ist die Barriere viel höher, dass Sie sich jemandem anvertrauen. Und zum anderen ist es natürlich jetzt schwierig, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Ich würde tatsächlich dazu tendieren, erstmal HR, also Human Resources, oder die Personalansprechpartnerin oder Partner mit ins Boot zu holen und ein vertrauliches Gespräch zu führen. Das andere wäre dann wahrscheinlich, dass HR oder Sie zusammen mit HR an die nächsthöhere Führungskraft herangehen, sobald eben keine Ethic-Hotline besteht. Ja? Also gehen wir mal davon aus, es ist ein Unternehmen, wo eine Ethic-Hotline nicht da ist, und Sie müssen sich auf die dargegebenen Wege mit den Personen in Ihrem Umfeld beschränken, dann wären das die ersten 2 Schritte. Ja? Macht das Sinn? Okay, macht das Sinn. Vielen Dank. Okay. Alors, Madame, Monsieur, merci de continuer à rester connecté devant vos petits écrans. On vous souhaite une fois de plus et sans cesse, mon équipe et moi, la VKI, l'Association des ingénieurs
et informaticiens, ainsi que l'équipe Billy Prod vous souhaite une bonne fête de travail. Vous avez des questions à poser sans crainte, vous pouvez appeler au 0049 176 20 96 95 48 ou écrire tout simplement sur notre live pour poser vos questions. On rappelle que nos deux panélistes aujourd'hui, c'est Madame Laura Lang, diplômée juriste en droit économique, spécialiste en ressources humaines et droit d'entreprise. Comme deuxième panéliste sur ce plateau, nous avons Monsieur Simplice Dago, diplôme ingénieur en construction mécanique, senior manager, consultant, président directeur de la société Cell Now, orateur et j'en passe. On va pas perdre le temps à citer tout ce que Dago fait. Alors, Monsieur Dago, je reviens vers vous avec ma question est la suivante. Tout à l'heure, on a discuté, il y a le mot personnalité, identité. C'est quoi exactement mon identité et quel est l'impact de ça dans le monde du travail? Mon expérience, j'ai constaté une chose, c'est que l'identité, c'est une notion qui ne devrait pas être figée. L'identité varie toujours en fonction des contextes où on se trouve. Quand on était au Cameroun, on avait une identité, par exemple, ethnique. Quand on sort du cadre du Cameroun, qu'on se retrouve peut-être dans un pays africain, on commence à avoir une identité africaine. Quand on arrive en Europe, par exemple, ou bien dans un pays non africain, on commence par exemple à s'imprégner des mouvements Black Panther, des mouvements de contestation noire. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on s'adapte à des nouvelles identités. Et je pense que si on se défait de cette notion d'identité figée, ça permettrait à chaque individu de savoir qu'il est un citoyen de l'univers. En ce moment-là, ça nous met un peu à l'abri de toutes ces pensées que peut-être à cause de mon identité, je suis écarté ou quoi que ce soit. J'ai eu à faire des séminaires sur cette question. Je me suis rendu compte que plus les gens se connaissent, plus les gens se frottent, la notion d'identité commence à être absolument dérisoire parce que les gens se connaissent et se jugent par les compétences, par les habitudes, par les choses qu'ils font. Parfois même, l'identité peut être linguistique. Quand on parle une langue dans un pays, par exemple celui qui vit en Allemagne depuis 20 ans et qui ne reconnaît pas cette identité allemande, ça veut dire qu'il passe un peu à côté de beaucoup de choses. Je pense qu'il faut aussi s'acquérir cette identité, dire que je suis allemand, j'ai appris leur rite, leurs habitudes, leur façon de faire. Ça permet aussi une adaptation rapide à la société allemande. Mais tout en étant enrichi d'autres identités qu'on a acquises au courant de tout son temps. Je veux dire que cette identité est assez relative parce que quand on avance et quand on avance dans la vie, on arrive à une situation qui est très intéressante. C'est quoi? C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux me prévaloir de dire que quel que soit le pays où je suis parachuté aujourd'hui, avec toutes les compétences que j'ai, je peux toujours m'en sortir. Et ça, c'est cette fierté que je me suis défait de cette idée d'identité. Je me sens à l'aise partout et ça ne devrait pas être une barrière pour moi. Enfin, l'identité, c'est une chose qui n'est pas figée. Alors, celui qui se fige dans une identité, ça veut dire qu'il se met lui-même des barrières, il se freine lui-même dans la vie. Et c'est comme ça que parfois beaucoup de personnes subissent ce genre de choses comme le mobbing, ou bien ne se sentent pas à l'aise. C'est vraiment la façon de penser qu'on a sur son temps. Il faut réviser cette et accepter l'identité qu'on a, les identités qu'on a. Donc, ça peut être multiple. Et dans ce moment-là, on se sent partout à l'aise. Je ne sais pas si à peu près c'est dans mon optique, cette réponse. Non, merci, Dago, vous l'avez très bien illustré. Alors, Dago, tout à l'heure on a parlé de personnalité, ensuite on est revenu sur l'identité, et il y a quelque chose qui manque souvent à plusieurs personnes. Moi, également, j'ai eu cette impression-là quand j'ai commencé mon premier boulot. On m'a pris, j'ai signé le contrat, et là je me disais, qu'est-ce que je peux exactement? Donc il y avait cette question-là où je quittais comme étudiant et je devais affronter ce monde du travail. J'avais cette peur-là qui montait. Comment reconnaître ses atouts et les développer? Alors, je parle un peu d'une expérience que j'ai vécue. Moi, j'étais tellement, quand j'ai fini mes études à Hambourg, enfin, pas quoi fini, je voulais absolument travailler pour Airbus. C'était vraiment mon rêve.
j'ai envoyé une demande en tant qu'étudiant et j'ai travaillé comme étudiant dans cette compagnie. Et étant dans la compagnie, je me suis rendu compte des choses qui me manquaient. Par exemple, j'ai constaté ils travaillaient beaucoup avec les tableaux Excel. Et je me suis donc acquis moi-même des bouquins pour me renforcer dans Excel, pour pouvoir être efficace. J'ai constaté qu'il y avait des manquements dans les présentations. Il y avait beaucoup de présentations qui se faisaient. Donc, je me suis moi-même mis à table. Il y a des cours qu'on peut prendre en ligne, des cours gratuits. De nos jours, la connaissance est tellement libre. Chacun peut s'acquérir toutes les connaissances qu'il souhaite. Il faut seulement le vouloir. Donc, quand on finit les études, ce n'est pas une fin en soi, parce que les études, ça donne juste quelques éléments. On est informé, on a quelques directions. Mais je pense qu'à partir du moment où le boulot commence, c'est là où la vraie étude commence, qu'on apprend sur le tas et on apprend à se démarquer. Alors, comment faire pour impressionner? Donc, quand j'ai constaté que, par exemple, à Airbus, ils utilisaient un système qu'on appelait EAP, SAP, il y avait beaucoup de codes qu'il fallait utiliser. Donc, j'ai créé un programme sur PowerPoint, j'ai fait une présentation, j'ai bien fait et chaque matin, je suis venu déposer au bureau de chaque personne pour dire que voilà, pour faciliter un peu l'accès à SAP. Et c'est comme ça que, en tant que j'ai fini en tant qu'étudiant, ils m'ont dit que non, tu restes avec nous pour ton pratique, comme c'est eux-mêmes qui me proposaient et finalement, j'ai fini par travailler pour eux. Donc, je pense qu'il faut toujours être proactif. Il ne faut jamais être rassasié et dire que j'ai fait des études, donc c'est terminé. Non. Il faut toujours ce qu'on appelle le contrôle. Je contrôle qu'est-ce qui me manque, quels sont mes déficits et comment je peux les compléter. Et de nos jours, c'est tellement facile. Il faut seulement s'accorder peut-être 30 minutes par soir. Des lives qui ne nous apportent rien et se concentrer 30 minutes à apprendre quelque chose qui peut nous agrandir. Je pense que c'est important, il faut toujours être actuel. Merci, Simplice Dago. Frau Lora, ich habe ein bisschen recherchiert und ich war auf Ihrer Homepage. Und was ich gelesen habe, war sehr gut, aber habe ich auch nicht so viel verstanden. Never stop chasing your dream, you can make it. Was ist das genau und ja, was soll ich darunter verstehen? Geben Sie nie Ihren Traum auf und geben Sie nie auf, diesen Traum versuchen wirklich nachzugehen und umzusetzen, weil es ist machbar. Nie aufhören. Okay. Nie. Weiß ich Bescheid, wir werden auch diese Sendung nie aufhören. Ne, die Übertragung von dieser Sendung. Frau Lora, wir haben heute gerade in Deutschland oder überall auf die Welt diese Pandemie Coronavirus. Wie sehen Sie wie sieht die Arbeitsmarkt aus für Sie? Am Ende dieser Pandemie, wie wird das aussehen? Also es ist schon zu verzeichnen, zumindest so die Studien. Ich habe heute eine gesehen, dass ein Einbruch im Arbeitsmarkt da war oder zumindest ein Einbruch, und jetzt Vorsicht, bei den veröffentlichten Positionen. So. Das heißt aber nicht, dass keiner mehr einstellt. Also ich denke, dass viele Unternehmen jetzt die letzten 2 Monate eine Hiring Freeze ausgerufen haben. Das heißt, Positionen sind auf Eis, heißt aber nicht, die sind raus aus dem Budget oder werden nicht wieder besetzt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir zwar einen Einbruch tatsächlich erleben, aber ich hoffe auch, dass es nicht so tragisch wird, wie wir es im Moment ein bisschen an die Wand skizzieren. Ja, also ich denke, und gerade, also ich würde ungern sehen, dass gute Leute, die gerade ohne Job sind, jetzt Panik bekommen oder Angst, dass sie keinen Job mehr finden. Das fände ich wirklich tragisch. Also deswegen bitte lieber an sich glauben. Also selbst wenn es weniger Stellen gibt als noch vor 2, 3, 4 Monaten, das ist eine vorübergehende Phase. Nutzen Sie die ruhig auch. Ja? Also nutzen Sie die zur Weiterbildung, aber geben Sie, also es heißt nicht, dass man jetzt keinen Job findet oder dass man jetzt
glücklich sein muss, dass man einen Job findet, während x andere 10.000 auf der Straße stehen. Ja. Also ich hoffe, dass sich die Kurve wieder ein bisschen relativiert. Es kommt ein bisschen drauf an, wie lange es halt eben noch andauert, ne? Und welche Einbrüche in welchen Branchen wir weiterhin zu verzeichnen haben. Danke schon, Frau Lang. Eine andere Frage bitte. Hat meine Herkunft einen Einfluss auf meine Karriere oder auf meinen Anstieg auf der Arbeit? Positiv oder negativ? Allgemein. Das ist das, was ich vorhin schon versucht habe zu sagen. Ich habe so ein bisschen auf die Negativbeispiele bezogen. Die großen Firmen, multinational, weder positive noch negative Diskriminierung. Es ist immer gut, viele Sprachen zu können. Es ist immer gut, sich in verschiedenen kulturellen, auf verschiedenen Bühnen präsentieren zu können, ja, und da agieren zu können. Aber ob Sie jetzt aus Finnland, Kamerun oder aus Dubai oder aus USA oder aus Chile, solange Sie die Qualifikationen bedienen und der richtige Typ sind und zum Unternehmen passen und ihren Job sich ergattert haben. Ich sehe da bei den großen Firmen, die sich breit aufstellen, keine Bedenken. Weder ins Gute noch ins Schlechte. Also es ist immer gut, offen zu sein. Vielen, vielen Dank, Frau Laura. Ich glaube, wir haben alles gesagt und leider haben wir keine Frage. Oder vielleicht ist das ein Glück, dass wir keine Frage von unseren Zuschauern bekommen haben. Es geht einfach nur darum, dass sie alles toll und super erklärt haben. Ne? So, deshalb gab auch nichts zu fragen. Wir sind fast am Ende oder wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Haben Sie noch was zu sagen? Mögen Sie noch was dazu sagen? Nee, Frau Lang, für Sie. Ich? Ja. Krass. Hey. Ich dachte schon. Ich dachte, ich habe noch eine Minute Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass ich ein paar Fragen klären konnte. Ansonsten kann man ja nochmal auf uns zukommen. Leider kann man ja das nicht sehen. Vielleicht kann man ja nochmal die Webadresse einblenden oder so oder im Nachgang nochmal verteilen. Ja, aber ich hoffe, dass jeder nicht zu sehr von der Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurde und das Gute im Schlechten sieht. Und Kopf hoch und Hoffnung. Das ist es. Vielen Dank für die Einladung und danke für die Option hier heute, meinen Beitrag hoffentlich zu leisten. Vielen, vielen Dank, Frau Lang. Ich glaube, das war eine Ehre für uns heute, Sie dabei zu haben. Und danke nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben das ganz geschätzt. Ich gehe mal jetzt Richtung Simplice Dago. Simplice Dago, un mot à la sortie de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, des points ou des thématiques sur lesquelles nous n'avons pas échangé. Et on rappelle encore à nos téléspectateurs qu'ils ont encore la chance de poser leurs questions. Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est peut-être un message optimiste. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de personnes qui finissent sur la pression de l'ordre de séjour et tout, qui prennent des boulots et qui sont peut-être sous-payés. C'est quand même dommage. Bon, c'est aussi le contexte et les conditions qui sont là. On ne va pas plus ça. Mais je dis, il faut vraiment apprendre à se préparer beaucoup plus et savoir se vendre, ne pas se vendre moins cher, parce que les compétences de nos jours, c'est les compétences qui sont au-dessus de toute chose. Les entreprises allemandes visent sur la compétence. Si on est compétent dans son domaine et qu'on fait tout pour être compétent, ça marche. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que autant que c'est possible, si je l'avais su peut-être quand j'avais 20 ans ou 25 ans, j'aurais fait les choses autrement. Le travail, ça doit être quelque chose qui est une passion. Ça doit être quelque chose qui donne la joie. C'est quelque chose, c'est là où on passe le plus fort de son temps.
Alors, si on prend le temps de réfléchir sur qu'est-ce qui me passionne dans la vie, quel que soit le diplôme qu'on a eu, quel que soit le parchemin qu'on a eu, ce n'est pas une fin en soi, même si on n'a même pas eu un diplôme, il faut toujours beaucoup plus réfléchir sur ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait plaisir. Peut-être demander à son entourage. Moi, je me rappelle, par exemple, j'avais une soeur qui me disait, tu crois, ben, dis donc, quand tu modères, c'est bon, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne gagnes même pas d'argent par rapport à ça? Donc, quand je faisais les premières modérations, c'était même pour moi, j'avais tellement de plaisir à modérer parce que c'était un hobby. J'avais une joie à le faire que ça m'était même désagréable de prendre de l'argent par rapport à ça. Mais c'est pourquoi chaque personne qui a une passion, chaque personne qui sait faire quelque chose, écoutons les feedbacks de nos entourages et essayons de développer cette passion. Parce que quand on fait quelque chose avec passion, l'argent vient automatiquement. Donc, quand on met l'argent toujours comme l'objectif premier au devant, ça veut dire qu'on chasse l'argent. Et à ce moment-là, on n'est pas forcément heureux. Donc, l'essentiel dans la vie, c'est d'être épanoui. L'épanouissement appelle l'argent. Quand on n'est pas épanoui, on est stressé. On a vu des gens qui sont dans les gros boulots, qui sont là, mais qui, à la moindre discordance, peuvent sortir un arme pour faire tuer quelqu'un. On voit aussi beaucoup de gens qui ne sont pas épanouis partout sur les nets, les réseaux sociaux. On sent qu'ils ne sont pas épanouis. Donc, l'épanouissement, c'est ça qui devait être l'objectif de chaque individu. Et c'est pourquoi je fais un bon appel. C'est peut-être quelque chose qu'on néglige toujours. Essayons de faire le reflet de soi-même. Qu'est-ce que je veux dans la vie et comment je peux atteindre. Et on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs parce que c'est ça qui est important. Être épanoui dans la vie, quoi. Et ne pas toujours chercher un travail parce qu'on veut gagner de l'argent, mais aussi, si c'est possible, travailler dans le sens de qu'est-ce que je veux faire. Je connais par exemple des médecins qui ont fait des études de médecine et qui finalement se retrouvent dans un autre métier parce qu'il a constaté que pour la médecine, je l'avais fait peut-être à un moment donné où c'était les parents, les amis, je me suis entraîné dans ce domaine et ne se sent pas épanoui dans le domaine de la médecine. Ça peut être quel que soit le domaine possible. Bon, quand on a le temps de réfléchir, de faire le reflet, de savoir c'est ça qui m'intéresse et ça me passionne, en ce moment-là, on le fait. Et comme je disais, le travail, c'est l'amour visible. Et quand on voit comment vous travaillez, et ça vous donne, c'est l'enrichissement, c'est le meilleur enrichissement qui soit, quoi. On est épanoui et c'est comme ça que la vie va son train. Enfin, ça, c'est pas un message d'optimisme. Et pour nous, les Africains, qui sont ici, notre marque est importante. N'ayons pas le profil bas. Soyons droits dans nos bottes et défendons nos compétences. Parce que la compétence, c'est ça qui compte. La couleur de la peau, ça, c'est absolument celui qui met ça encore dans sa tête, c'est qu'il n'est pas encore arrivé. Donc, la couleur de la peau ne compte pas. Soyons compétents et je suis la preuve vivante par rapport à ça. Je suis arrivé dans un métier, il n'y avait pas de moi. C'était pour moi un défi. J'ai eu les meilleurs résultats possibles. Et ça, c'est une fierté. Je dis, noir, blanc, machin, truc, c'est pas important. C'est quand tu es compétent. Comment on dit ça? Un compétent ne manque jamais d'équipe. Voilà, Un bon joueur ne manque jamais d'équipe. C'était du ministre de la Communication, si je ne me trompe pas, au Cameroun. La personne, sinon son excellence Conchu Komeni, qui l'avait dit dans un entretien avec un confrère du côté du Cameroun. Alors, Simplice Dago, tout à l'heure, vous avez parlé des compétences. Je vais faire appel euh, à vos compétences, comment je vais dire ça, culturelles. Alors, vous savez que la pandémie coronavirus continue à faire des morts et le gouvernement camerounais continue également à sensibiliser les populations. Et dans le cadre de cette émission, avant de clôturer, nous invitons toujours un téléspectateur. Aujourd'hui, malheureusement, ou peut-être par chance, tu es là, tu vas essayer, comme sans ta langue maternelle, de sensibiliser une ou deux personnes de ta région. Dago, trouve les mots. Comme j'ai plusieurs langues maternelles, je ne sais pas comment commencer. J'ai beaucoup d'origine. Je suis Béti, je suis Bassa, je suis voilà. Bon, je veux quand même faire une langue qui était la dernière langue que j'avais apprise au Cameroun. Ce serait le Féfé. Je dirais tout simplement que Pembaza, Ngente, comme un chien Kassima, le Lokona Wanzala, le Tup, le Tup, le vous pouvez me dire tout femme, un charme pétoup. Je ne suis dans tout le chimbe. Bah, le tuxini. Un tuxina n'entendri. Un tuxina n'a yé. Nous devons zamenga à l'oula. Yanga fa, un fashina. Lunga, un fashina. Ya poisi.
un chimien beau, ou fachina, bon fachina, chicho, ben tu me fais comme si, comme si, comme si, ben chimien comme si, un jour nous va, un zendem, voici là, chicho, ben locote, ben le loconaï, naïna, comme un beïta, ben maintenant. Merci infiniment, Simplice Dago. Vielen Dank, Frau Blanc. Merci à Simplice Dago d'avoir pris le temps de venir ici aujourd'hui. Et on espère que grâce à tes conseils, un ou deux de nos téléspectateurs vont pouvoir, avec la pleine énergie, avec l'énergie dont ils ont besoin du travail. Et ceux qui travaillent et qui sont GOMOP, qui vivent une situation de mobbing, trouveront également des mots ou peut-être qui subissent des blagues un peu maladroites en leur endroit, trouveront également des mots pour mettre fin afin de se trouver dans un environnement de travail meilleur, propre, jovial, enfin qu'ils puissent également discuter librement à la maison. Et Dago nous a dit quelque chose de très important. On peut seulement et seulement se développer si dans le cadre familial, si dans le cadre professionnel, si dans notre cadre amical, tout se porte bien. Madame, Monsieur, ça a été un plaisir de vous avoir encore nombreux ce soir dans le cadre de cette émission Diaspo et Tech, qui est une idée de la VKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne, avec naturellement le concours de production du Billy Prod TVI. Madame, Monsieur, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir ici nombreux. Prenez soin de vous. Bon week-end et amusez-vous bien. La fête du travail continue et je vais prendre ma petite bouteille. Malheureusement, je ne consomme pas d'alcool, d'eau.